On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des questions clés pour tout cycliste passionné. Comment optimiser son entraînement hivernal? Avec les températures qui chutent et les journées qui raccourcissent, faut-il encore passer des heures interminables à braver le froid ou est-il temps de repenser nos habitudes pour conjuguer efficacité et plaisir? Avec notre coach devant un bon café, nous allons déconstruire quelques mythes sur l'entraînement hivernal. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Et pour cela, j'ai 3 invités avec moi, nos chroniqueurs. Et puis, vous allez le voir, nous sommes cette fois-ci dans un lieu particulier, un lieu très très convivial et confortable. J'accueille Lise Le Romain. Bonjour Lise. Bonjour. On est ici à la Ultima Café. Pras-sur-Arly, c'est où exactement? Pras-sur-Arly, c'est une des premières communes en Haute-Savoie. On est pile à la frontière entre Savoie et Haute-Savoie, au cœur des Alpes françaises. On n'est pas très loin de Megève, hein, c'est ça? Tout à fait. La Ultima Café, c'est tout nouveau. Ça a quelques mois, il me semble. Tout à fait, oui. Première ouverture officielle, on va dire, le 23 octobre dernier. Qu'est-ce qui fait que Lise, elle a cette idée de venir un jour à Pras-sur-Arly et de lancer ce café? Alors, Pras-sur-Arly, en toute transparence, c'est un véritable coup de cœur. Un coup de cœur pour la destination depuis une petite année maintenant, après un séjour à vélo et une petite course qui était organisée dans les alentours. Pras-sur-Arly, c'est la station village pour moi dans les Alpes françaises qui vit à l'année avec une clientèle extrêmement familiale et au cœur d'un bassin de population très très important dans les Alpes françaises. Donc le lieu, la destination pour les 4 saisons. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de monter ce café? Je suis en pleine reconversion professionnelle, totalement assumée et avec un immense plaisir d'accueillir les cyclistes, mais pas que. Avec le sourire de voir les gens franchir la porte de la Ultima, c'est un véritable bonheur. Pourquoi ce café? Plusieurs mois, années de voyage à vélo notamment, et l'envie justement de proposer un lieu de convivialité au cœur des Alpes, avec un bon café, de la petite nourriture saine, gourmande aussi, et puis toute l'année, ça c'est important. Alors justement, juste avant de nous décortiquer ce qu'il y a dans le magasin, parce que là on est en plein cœur, c'est très chouette, il y a une ambiance très conviviale. Tu parlais de reconversion, tu étais dans quel domaine avant? Je travaillais pour la ville de Briançon, dans les Hautes-Alpes. J'étais directrice adjointe du cabinet du maire et en charge notamment de la communication, du tourisme et de l'événementiel. D'accord, donc très grosse reconversion, virage à 180 degrés. Complètement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la Ultima Café? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui cuisines tout? Tu fais toute seule tout pour l'instant? Oui, à 100%, tout est fait maison. Un petit partenariat notamment sur la partie petit déjeuner pour avoir aussi de la viennoiserie avec la boulangerie-chocolaterie locale, La Choco, à l'entrée du village. Et autrement, vous retrouvez des produits qui sont cuisinés dès 6h le matin, tous les jours. Par mois. Alors nous on s'est régalé déjà avec un premier café qui était ultra bon. Tu as plusieurs choix de café ici? Tout à fait, oui. Je travaille avec un torréfacteur collaboratif qui est dans la région parisienne, avec des choix de café sur des producteurs locaux. Quand je dis locaux, c'est locaux dans les petits pays de torréfacteurs, Colombie, Pérou, Ouganda, etc. On est vraiment sur du café de spécialité. Et puis on retrouve du café de la machine, type espresso dans la Marzocco. On va avoir aussi du café filtre, du décaféiné avec un système de fabrication de café sans CO2. Donc on est vraiment sur de la spécialité au niveau du café. J'ai vu aussi à la carte qu'il y avait des bières. Oui, bière artisanale de la Savoie, brasserie L'Antidote. Un frère et une sœur au parcours très atypique qui se sont aussi lancés dans la brasserie après une reconversion professionnelle. Donc on est vraiment sur ces entités-là. Et puis, il y a la partie magasin de cycle. Tu es toi-même, tu l'as dit, tu as participé pendant longtemps à des courses à gravel, c'est ça? Oui, sur les 2 dernières années, tout à fait. Et donc, tu as cette fibre, tu as introduit cette fibre, un petit peu cet esprit gravel. On en parlait hors antenne, mais tu as été inspiré aussi par des voyages en Espagne, notamment Gérone. Oui, Gérone, le pays du vélo qu'on ne présente plus maintenant, qui est très axé sur le gravel et la route. L'idée, c'était de faire rentrer des marques que moi, j'appelle des marques pépites,
qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas dans les grands magasins de vélo, dans des grandes enseignes, qui me parlent à moi et qui peuvent parler du coup au public relativement large, pas uniquement des professionnels du vélo ou des compétiteurs, de toucher les femmes aussi, avec une marque 100% française, Wilma, qui est basée sur Lyon aujourd'hui. On a une autre marque un petit peu pépite qui est J-Vélo en Colombie, sur une fabrication 100% locale en Colombie avec des produits issus du développement durable, de l'écologie. Et puis on a la Manufacture Mercier aussi, qui est une vraie marque coup de cœur, qui se relance uniquement dans le textile, plus dans les vélos, qui est basée sur Annecy maintenant. Il y a dans le magasin d'ailleurs pour les cyclistes qui auront la chance de venir te voir ici, il y a un superbe vélo d'époque. Tout à fait, le 1976 Campagnolo de Monsieur Mercier en personne, qui m'a été gracieusement offert par son fils Émile, qui relance la Manufacture Mercier maintenant. En termes de marque, donc on a fait le tour. En termes de vêtements, j'ai vu que tu avais des lunettes aussi. Oui, Easy Peasy, une marque de lunettes de soleil extrêmement abordable, avec une qualité qu'on ne présente plus. Enfants, femmes, hommes, 4 saisons, du sportif à la ville. On est sur une marque vraiment pleine, entière, avec des produits super. En tant que pratiquante, j'ai vu sur ton site internet que tu allais proposer des sorties communautaires. Alors là, on aborde l'hiver, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais à partir du printemps, tu vas proposer des sorties communautaires ? Tout à fait. Dès les premiers rayons du soleil, au printemps, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté mixte, pas uniquement de femmes, tout niveau, et de faire des sorties, que ce soit en vélo, en running, en marche en montagne également, et d'avoir vraiment un lieu de rencontre qui soit accessible à tous et toute l'année. Est-ce qu'ici, aux portes de la Haute-Savoie, les rides communautaires mélange hommes-femmes prennent bien, c'est-à-dire que cet esprit communautaire apparaît ? Je pense que ça peut prendre. On sait aujourd'hui que ça existe autour du lac d'Annecy parce que c'est très facile. On a un bassin de population extrêmement important. Sur Salanches, on a des groupes qui sont d'ores et déjà constitués et qui d'ailleurs sont venus visiter le café et qui attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler en complémentarité et de créer en fait des échanges. Et Pras-sur-Arly, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est le lieu de passage incontournable quand on veut rouler en Savoie ou en Haute-Savoie. Donc même si ce n'est pas le point de départ pour tous, l'idée c'est que ce soit au moins le point de rencontre. On retrouve toutes les informations sur ton site internet qui est la-ultima-café-boutique.com. J'ai vu aussi que tu avais monté une chouette page Instagram, bien évidemment. Oui, Instagram, Facebook, l'ensemble des réseaux sociaux, LinkedIn pour le B2B, parce que c'est aussi un lieu qui peut être privatisé en séminaire ou simple soirée pour toutes et tous. Merci beaucoup Lise. Merci à toi. Et on te dit un gros merde pour le lancement de cette boutique. C'est gentil, merci. Pour ne rien rater de l'Expert Vélo, retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. Bon, il faut d'abord présenter le lieu, mais mes deux chroniqueurs qui sont avec moi, c'est bien évidemment Frédéric Hurlin pour la partie coach. Bonjour Fred. Salut Mika. Ça fait un bout de temps, ça fait 6 ans qu'on n'avait pas collaboré ensemble. Hein. Il était temps qu'on s'y remette. Hein. Ça fait plaisir de se revoir. Je constate qu'au niveau capillaire, il y a eu quelques évolutions quand même de ta part et de la mienne. C'est pas gentil, d'entraîner des attaques personnelles, c'est pas beau. Et puis, bien évidemment, mon autre compère qui est là pour nous parler matériel, il aura sa petite rubrique à la fin. Alexandre Bérard, bonjour Alex. Salut Mika. Ça fait plaisir de t'avoir en face de moi au micro. Bah oui, c'est une première, je suis ravi. La particularité d'Alex, et c'est pour ça qu'il est dans ce podcast, c'est qu'il sait dénicher les petits outils, les petits produits sur Internet, en boutique, en magasin, qui vont bien. Il a cette capacité-là et vous le verrez en fin d'émission. Il y aura justement une petite thématique qui collera à la thématique entraînement hivernal. On va se refaire la cerise. Le podcast de l'Expert Vélo avec Frédéric Hurlin. Parle-nous de la coupure hivernale, c'est-à-dire que les cyclistes avant ils coupaient tout l'hiver, ils allaient faire du ski de fond, ils allaient faire autre chose. Est-ce que ces coupures hivernales désormais elles se sont pas raccourcies ? Elles restent nécessaires, mais c'est vrai qu'elles sont raccourcies. Et peut-être même elles se sont doublées dans l'année. Il y a souvent les coursiers ont une petite coupure durant l'été. Après un bon objectif, ça coupe 10-15 jours. Et puis en fin de saison, alors pour les routiers qui vont pas aller faire du cyclocross, peut-être qu'ils vont couper là aussi 15 jours, 3 semaines selon l'état de fatigue. Faut quand même prendre du temps pour se régénérer. Et puis mine de rien, même si là aujourd'hui on parle de vélo, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Certains sont étudiants, il y a une vie de famille, une vie professionnelle, mais ça permet quand même de se régénérer, de repartir avec une bonne motivation parce que
on attaque l'entraînement hivernal, c'est pas forcément le moment le plus fun de l'année, parce que les conditions météo sont un peu moins sympas. Donc c'est vrai, voilà, au lieu d'avoir une grosse coupure sans vélo, ou peut-être on allait pratiquer d'autres activités physiques, on a tendance à raccourcir un peu cette coupure, mais par contre à la doubler, une fois l'été, une fois l'hiver. Est-ce que ça s'applique, alors là tu parles beaucoup des coursiers, est-ce que toi-même tu es dans ce milieu-là, tu entraînes des filles notamment en compétition, mais est-ce que ça s'adresse aussi pour nous, cyclosportifs de base, qui faisons 4-5 courses dans l'année, ou qui prenons tout simplement du plaisir sur le vélo? Bien sûr. Après c'est vrai qu'un automne qui est avec un bel été indien, des belles conditions, c'est vrai qu'on a du mal à se dire, allez, je range le vélo dans le garage, je le ressortirai que dans 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que c'est un peu dommage de se couper de ces belles opportunités d'aller mettre le nez dehors. Après, quand on fait des cyclos, par exemple, ça peut être l'étape du Tour, peut-être que derrière l'étape du Tour, chaque participant met le vélo un petit peu de côté pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, histoire de se refaire la cerise. Après une prépa qui a duré 3, 4, 5 mois. Donc est-ce qu'elle est vraiment nécessaire dans ce cas-là? Non, je ne pense pas. Après, voilà, en effet, moi j'entraîne pas mal de filles, des filles qui courent en Coupe de France sur route, qui font aussi du cyclocross, et le nombre de jours est sans commune mesure, hein, le nombre de jours de course, pardon, est sans commune mesure. Vous voyez, là j'ai certaines jeunes filles qui ont déjà une trentaine de jours de course dans l'année. Alors bien sûr, comparé au peloton professionnel, c'est très peu, mais quand on est étudiante, quand on travaille, une entrée dans la vie active, bah déjà 30 jours de course, ça veut dire c'est 30 week-ends sur la route, aller faire des compétitions. Donc il est nécessaire à un moment de dire, allez stop, on coupe, on privilégie peut-être un petit peu plus les études, on récupère un peu de motivation, on se remet en forme, parce que certaines filles finissent vraiment fatiguées quand même à la fin de la saison. Alors, on parle maintenant, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire que cette fameuse période hivernale, donc de quoi on parle? On parle de cette période où il fait vraiment très froid dehors, même si ça a tendance malheureusement à se réduire. Désormais, les conditions sont souvent plus douces, mais on parle de la période novembre-janvier, c'est ça? Voilà, novembre-janvier est vraiment la partie où, comme tu disais, auparavant, c'était un peu le côté travail rébarbatif. Ça roulait petit plateau, ça faisait des longues sorties. L'idée, c'était d'avoir une grosse base de volume, une grosse endurance. Ça, par contre, ça a quand même franchement évolué parce que depuis quand même quelques années, on n'hésite pas presque dès la première semaine d'entraînement, dès la reprise, à mettre de l'intensité. Bien sûr, il y a de l'endurance, ça ne changera pas. Le cyclisme reste un sport d'endurance. Mais tout de suite, il y a des petites séances d'intensité. Alors qui peuvent paraître très ridicule dans l'absolu. Au début, ça peut être 4-5 sprints de 10 secondes dès la première semaine d'entraînement, mais ça stimule l'organisme, ça l'aide à s'adapter, ça l'aide aussi, ça peut être de l'intensité, ça l'aide à avoir plus d'endurance. Encore une fois, l'idée c'est d'être et fort et endurant. Pas facile pour le cycliste. Et alors, on part du principe, nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas clarifié, mais aujourd'hui, l'outil principal pour travailler sur un vélo, c'est le capteur de puissance. Bon, on en a parlé hors antenne, mais pour être informatif, les premiers prix débutent à peu près à 450 € TTC. Même si ça reste un certain coût, c'est un investissement qu'on conseille à tout cycliste qui veut suivre sa progression, qu'il soit hyper fort ou qu'il court tous les week-ends ou qu'il court jamais. Ça reste l'outil de base de mesure, d'évolution et de suivi. Oui, encore une fois, avant on allait rouler 6 heures en se disant il y aura peut-être 2 heures, 2h30 d'efforts pertinents qui vont vraiment me faire progresser, parce qu'on pédalait un petit peu à l'aveugle. Alors on commençait à avoir un peu les ceintures cardio-fréquence-mètre qui permettaient d'avoir des cibles de fréquence cardiaque, notamment à pas dépasser parce qu'on les restait en endurance. Aujourd'hui on peut avoir et le capteur de puissance et le cardio-fréquence-mètre. Capteur de puissance, ça nous permet vraiment d'avoir en instantané qu'est-ce que je génère comme force sur mon pédalier, qu'est-ce que je mets comme engagement physique, et de tout de suite aller pédaler efficacement. Si je fais une sortie en endurance, je ne dois pas dépasser 200 watts, voilà, il y a juste à regarder son capteur. Il y a juste à regarder le compteur GPS, on a la valeur en direct. La fréquence cardiaque met un petit peu plus de temps à évoluer, et encore plus par des temps un petit peu froids où ça impacte la fréquence cardiaque. Là, on a des données qu'on va pouvoir voir évoluer vraiment tout au long de l'année, au gré de ses progrès. On peut avoir aussi des puissances cibles, parce que même si on n'est pas un coursier tous les week-ends, peut-être qu'on va préparer une Megève Mont Blanc, une étape du Tour, avec des longues ascensions, tout de suite on a des cibles de puissance qu'on va pouvoir essayer de transposer en course pour éviter de se griller
pied et d'exploser à 30 ou 40 bornes de l'arrivée. Ce qui est bien aussi avec ce fameux capteur de puissance, c'est que ça permet de stocker ces données, de les analyser, soit soi-même si on a cette compétence, soit par un coach comme toi, qualifié, via ce qu'on appelle des plateformes Training Peaks, Nolio par exemple. Nolio et même déjà Strava quand même déjà apporte quelques bases d'analyse. Même maintenant, il me semble qu'ils ont un peu une IA qui fait un petit débrief de la séance. Encore une fois, ça évite de faire des erreurs. C'est l'entraînement hivernal. Faut pas être pressé. Les premières courses, potentiellement, même les cyclos, ça va être au mois de mars, au mois d'avril, pour les toutes premières. Vraiment pour les coursiers, les premières courses, c'est début mars. Il ne s'agit pas de démarrer sur les chapeaux de roue et de s'envoyer des séances extraordinairement violentes qui vont fatiguer l'organisme, en plus dans des conditions météo qui sont elles aussi agressives. Donc là, ça permet vraiment de stocker, de voir les progrès, de voir à quel moment on stagne, peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi je stagne à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais de trop? Qu'est-ce que je fais pas assez pour générer une nouvelle évolution? C'est un outil vraiment intéressant. Puis ça permet, lorsqu'on prend de l'âge, mine de rien, d'avoir quand même une grosse base de données et de voir comment on évolue d'année en année, sur quelle qualité on stagne un peu, sur quelle qualité on peut peut-être progresser un petit peu plus. Tous autour de la table, vous vous moquez de mes cheveux, mais on a tous des cheveux blancs. Donc il y a certaines qualités, à un moment, on va plus progresser. Et il y a peut-être quand même certaines choses, notamment au-delà de 40 ans, sur lesquelles on peut bosser, parce que dans les sports d'endurance, on ne le fait pas assez. C'est toutes les qualités de force. Et la puissance, c'est la vélocité par la force qu'on applique sur les pédales. On a tendance à bien tourner les jambes. C'est un peu le leitmotiv du cycliste, 80 tours minute, mais on oublie la force. Et le capteur de puissance permet vraiment d'aider le travail sur cette qualité-là, qui est un petit peu plus pointue à venir développer, mais qui permet de gros gains au-delà des 40-45 ans, parce qu'on a des années et des bornes au compteur. Donc que l'on soit un peu ancien, comme tu disais, comme nous, mais ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, avec un capteur de puissance, peuvent s'entraîner très précisément et éviter les longues heures. Ouais, et ça permet vraiment de mêler la vie d'étudiant, de lycéen, potentiellement, parce qu'aujourd'hui, dès le lycée, des catégories juniors, il doit plus y avoir beaucoup de vélos sur une ligne de départ qui ne soient pas équipés d'un capteur de puissance. On est très précis, on perd pas de temps, ça permet mine de rien, ça a généré des évolutions bien plus rapides. C'est vrai qu'avant, potentiellement, un coureur devenait pro, ou en tout cas atteignait un très haut niveau, était à son prime, vers 21, 22, 23 ans. Aujourd'hui, à 19 ans, boum, on a des jeunes, des gamins qui sortent, qui sont déjà très très fortes. Mais pourquoi? Parce que l'entraînement était tout de suite rationalisé à partir de ces données. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. On revient sur la thématique, l'entraînement hivernal. Donc, est-ce que de rouler par tous les temps et par grand froid, c'est quand même bénéfique? Alors, oui et non. Oui et non. Aller rouler parce qu'on a des conditions météo qui sont exécrables. Je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. L'immunité est quand même elle est mise à mal par le froid, par l'humidité. Si c'est pour tomber malade et pas pouvoir s'entraîner pendant une semaine, est-ce que ça valait le coup d'aller rouler dimanche matin? D'un autre côté, on va peut-être pas s'astreindre non plus à tout un hiver sur le home trainer, devant un écran d'iPad ou devant un écran de télé. Et il y a certaines choses, encore une fois, quand on fait des sorties un petit peu longues, mais c'est pas aller s'envoyer 6 heures, c'est peut-être aller sortir 2 heures, 2h30, 3 heures. C'est quand même plus sympa d'aller faire ça en groupe, en extérieur. Donc il faut être capable, c'est un peu une balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que je vais y gagner, qu'est-ce que je peux y perdre, et puis n'oublions pas aussi que lorsqu'on commence à rouler sur les chaussées humides et un petit peu fraîches, faudrait pas glisser et chuter et vraiment se blesser. Qu'est-ce que tu conseilles toi de travailler durant cette période hivernale lorsqu'on peut sortir? Bien sûr. Alors le travail d'endurance, immanquablement, il se fait en extérieur. D'accord, on va pas faire 2 heures, 3 heures de home trainer. J'avais quelques malades mentaux qui arrivent à faire ça et qui perdent pas la motivation. Bravo à eux. Moi perso, le home trainer, quand ça dure 50 minutes, les 10 dernières minutes pour atteindre l'heure, c'est du travail mental. Donc l'endurance, ça c'est certain. On peut peut-être aussi varier un petit peu les pratiques. Aller faire un petit peu de gravel, aller faire un peu de VTT. Il n'y a pas besoin d'avoir un gravel ou un VTT de
très haut de gamme, hein, voilà, quelque chose qui fait le job avec une transmission qui gratte pas trop lorsque les conditions sont mauvaises, et ça va permettre d'aller faire du vélo un petit peu différemment. On va pouvoir travailler un petit peu son pilotage. On va faire du fond, mais du fond sur lequel on aura un petit peu moins froid. Aller rouler sur route, on a quand même des vitesses de déplacement un petit peu élevées. Alors quand on monte, on a bien chaud. Dès qu'on descend, on se refroidit. Aller faire du gravel, du VTT, c'est un effort sur une durée peut-être un petit peu plus contenue, parce que l'engagement physique sera peut-être un poil plus haut, mais on a tout de suite un petit peu plus chaud. Et encore une fois, voilà, le côté pilotage, technique, un petit peu ludique, qu'on peut avoir sur cette période pas très sympa du point de vue météo, c'est quand même pas mal pour la motivation. Est-ce que si, alors les coursiers ont des objectifs très tôt, tu l'as dit dans la saison, mais si moi je m'intéresse juste à courir à partir de juin-juillet parce que je veux faire des cols de montagne, des courses cols de montagne, ou tout simplement faire une ascension sympa, ça se prépare dès maintenant ? Je pense que ça peut se préparer, notamment sur tout le côté matériel, position. Faut pas oublier que le cyclisme reste un sport mécanique. Donc si on doit faire évoluer son vélo parce qu'on habite dans une région un petit peu plate et qu'on va aller faire de la montagne l'été prochain, ça vaut peut-être déjà le coup de mettre son vélo avec l'équipement montagne, de le tester. Si on doit faire évoluer sa position, encore une fois, c'est pas forcément en faisant juste une heure de home trainer qu'on va se rendre compte que la position elle est adéquate, qu'on est confort. Ce sera en allant dehors, en allant passer 2 heures, 3 heures, se rendre compte que ça tire dans les cervicales, là ça fait un petit peu mal au poignet. Il y a peut-être des choses encore à peaufiner avec son vélociste ou avec son fitter, mais ça peut valoir le coup. Et puis en plus, encore une fois, on peut varier les pratiques. Et puis là, on parle de vélo, on peut aller courir, on peut aller nager, on peut faire d'autres sports qui vont permettre d'acquérir une certaine condition physique avant de s'envoyer vraiment une préparation très spécifique, parce qu'on veut faire l'étape du Tour, ou comme tu le disais, on va se faire un séjour un peu vélo montagne, on va grimper des cols. Voilà, quand on habite dans un endroit un petit peu plat, grimper des cols toute la semaine, c'est pas tout à fait pareil, hein. Ça fatigue l'organisme, les positions sont pas les mêmes, donc autant être d'entrée solide sur les appuis. Et tu l'as dit tout à l'heure, donc si par contre j'ai des objectifs tôt, on va pouvoir introduire désormais des petites séances d'intensité. Oui. Alors si tes séances d'intensité, tu les fais pas sur home trainer, en tout cas tu pourras les faire en extérieur. Dans l'équipe que je dirige, le Team Pras sur Rallye Haute-Savoie, dès le 3 mars, on a notre première compétition, notre première course. En plus, c'est la première Coupe de France. C'est même pas une course de préparation, c'est boum, on a envie du sujet. On a une année avec pas mal de contre-la-montre. Donc, ça va permettre, par exemple, aux filles, parce que c'est une équipe féminine, donc aux filles de faire très tôt d'entrée, on fait du vélo de contre-la-montre. Pour avoir la position, générer de la puissance en contre-la-montre. D'entrée, on va mettre quand même du travail de force parce qu'on a une équipe qui est tournée autour du sprint. Et donc, tout de suite, on va mettre des intensités qui ressemblent d'ores et déjà des sprints pour développer ces qualités-là. Alors, autre aspect évident, Fred, aujourd'hui, c'est la diététique. On le voit de plus en plus, c'est un point essentiel à la progression ou au maintien de la forme. L'hiver, alors là, il y a les fêtes qui arrivent, c'est pas évident de résister et de pas avoir la fourchette un peu plus lourde. Mais du coup, avec le froid dehors, qu'est-ce que tu conseilles ? Limite, justement, avoir la fourchette peut-être un petit peu plus lourde. Non, mais ce qui est clair, c'est que pendant les fêtes de fin d'année, j'ai envie de dire pas de restriction. Pas de restriction, d'autant que plus si vous arrivez à maintenir un entraînement tout l'hiver, qui va permettre un peu de compenser la balance énergétique entre ce que vous ingérez et ce que vous avez dépensé. Et n'oubliez pas que on va faire du vélo dans des conditions qui sont un petit peu plus agressives. Alors il y a quelques chanceux qui sont un peu dans le sud, qui vont avoir des conditions un peu sympas, qui vont peut-être même pouvoir rouler en cours au mois de décembre, au mois de janvier, mais c'est pas le cas de tout le monde quand même. Et pour la même sortie avec des conditions météo très agréables, on va dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc déjà, durant les entraînements, il ne va pas falloir négliger l'apport énergétique. Même sur de l'endurance, il va falloir apprendre potentiellement peut-être un autre organisme à ingérer un petit peu plus de sucre, et ça va nous servir notamment l'été, printemps, été prochain, avec des forts apports énergétiques. Et surtout, pensez quand même à l'apport énergétique en récupération, juste après les séances. On a tendance à poser le vélo, à prendre une douche, et puis hop, on s'habille, ça y est, on reprend notre vie. Pensez à manger, on a un peu une fenêtre métabolique de 45 minutes, 1 heure après chaque séance, sur laquelle notre organisme il est demandeur. Donc manger peut-être un petit peu plus riche,
N'oubliez pas de consommer des protéines, parce que si vous commencez à mettre des séances un petit peu intenses, musculairement ça va être un petit peu plus dur, donc il va falloir aider le muscle à se reconstruire, à se restructurer. Donc c'est pas parce que c'est de l'entraînement hivernal, peut-être que les courses ou les objectifs quels qu'ils soient sont un petit peu loin, qu'on néglige cet aspect-là. Faites-vous plaisir, malgré tout, mais on part pas uniquement avec un bidon d'eau et un granit dans la poche, on fait attention. Et en plus là, on a l'occasion de peut-être tester des stratégies alimentaires. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes conditions que l'été prochain, que le printemps prochain, mais on peut d'entrée tester des produits, vérifier que le goût, on l'aime bien, que ça se digère bien, malgré l'effort. Il y a des choses qui sont très bonnes lorsqu'on les goûte chez le vélociste ou à la maison. Puis avec l'effort, on a un petit peu moins envie de manger de sucré, on veut peut-être un petit peu plus de salé. Lorsqu'on fait des courses un petit peu longues ou des sorties longues de manière générale, sans que ce soit forcément une course, avec l'avènement en plus de l'ultracyclisme où ça roule très très longtemps, peut-être que le gel traditionnel des courses cyclistes il va pas bien passer, donc c'est peut-être le moment d'aller tester des bars, salés, d'aller tester peut-être des petits snacks qu'on va se préparer nous-mêmes à la maison, et puis encore une fois on s'entraîne dans la cuisine, et puis on s'entraîne en les testant sur le vélo, voir si ça se mange bien, si ça passe bien, si ça se digère bien. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Le sport cycliste et un sport énergétique. Si on ne remplit pas le réservoir, ça ne va pas bien fonctionner. Oui, puis en plus, il y a aujourd'hui la plupart des marques connues de diététique font vraiment toute une gamme. C'est-à-dire, il y a la boisson de préparation, il y a la boisson durant l'effort, il y a la boisson de récupération qui contient souvent de la protéine, comme tu le disais. Ça permet vraiment de surcompenser la perte générée par l'entraînement. Oui, déjà, voilà. À minima, équilibrons la balance entre ce qu'on a mangé, ce qu'on a dépensé. Sinon, il va y avoir perte de poids. Il va y avoir perte de poids, le système immunitaire, il est mis un petit peu à mal, c'est un coup à tomber malade rapidement, à être sur les rotules, alors que peut-être qu'on vient de prendre 15 jours, 3 semaines de récup, et au bout de 3 semaines d'entraînement, boum, on est sec. Il va falloir faire attention à ça. Il y a des gens qui vont rouler plus au chaud. Est-ce que c'est vraiment bénéfique, c'est-à-dire si je pars à Majorque ou si je pars en Espagne, où c'est souvent un peu les destinations stages entre novembre et janvier, est-ce que c'est bénéfique d'aller là-bas si je dois couper derrière? Alors non, si tu dois couper derrière, non, aucun intérêt. Et de la même manière, partir au chaud, c'est un peu comme les stages en altitude. On est en montagne, j'habite en montagne, on m'appelle, bonjour, je voudrais faire un stage en altitude. Combien de temps tu peux venir? 1 semaine. Ce qui est un peu le standard des congés du samedi au samedi. Peu d'intérêt. Alors bien sûr, tu vas te faire plaisir, tu vas partir 1 semaine au mois de janvier ou au mois de février, tu vas pouvoir rentrer des bornes, mais derrière, il faut l'assumer quand même ce stage. Il faut peut-être mieux partir, lorsqu'on en a la possibilité, partir 15 jours, 3 semaines au chaud, faire des bornes, vraiment construire une grosse condition physique, mais pas juste se faire 1 semaine probablement très agréable, on se fait plaisir sur le vélo, peut-être avec les copains de club, c'est cool, mais derrière, on va rentrer, on va être crevé, on va pas... Parce qu'on a voulu optimiser ces 7 jours de congé à faire des bornes et des bornes. Mais derrière, on va pas être capable d'enchaîner. Et en plus, on va revenir au froid, potentiellement. Ça va être difficile. Quand on a la possibilité, c'est peut-être bien quand même de partir 15 jours, peut-être même 3 semaines. Alors bien sûr, on s'adresse pas à madame, monsieur, tout le monde. Tout le monde peut pas poser 3 jours de congé, partir en Espagne. 3 semaines. Mais 3 semaines, pardon, en Espagne. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Dans mon équipe, là, j'ai 2 filles qui vont partir quasiment 1 mois en Espagne au mois de janvier pour faire leur préparation hivernale dans des conditions un petit peu plus clémentes, mais elles vont pas faire beaucoup plus de bornes, mais par contre elles vont rouler dans des meilleures conditions, elles vont se mettre dans des conditions quasiment de cyclistes pro. Alors, ce sont des cyclistes amateurs, alors qui aspirent à devenir pro, mais ce sont des cyclistes amateurs. Meilleures conditions pour rouler, meilleures conditions pour récupérer. Encore une fois, tu vas faire tes courses, t'es pas en train de lutter contre le froid en allant au supermarché. Si on doit résumer, à ne pas faire de la monotonie, intégrer des petites séances d'intensité, des séances bien évidemment un peu plus longues. Résume-nous en quelques points pour clôturer cette thématique. Je pense que tu as bien dit, voilà. Déjà construisons une condition physique, mais pas uniquement autour de l'endurance comme ça se faisait auparavant. Mettons un petit peu d'intensité, et en plus ça rendra l'entraînement moins monotone. Il faut garder en tête que quand je vais rouler dehors, ça va être plus dur. Ça va être plus dur physiquement. Quand je vais rouler en intérieur, ça risque d'être un petit peu plus dur mentalement, parce que c'est là aussi un petit peu plus monotone. Donc il va falloir être capable de jongler un petit peu entre ces pratiques indoor-outdoor, varier sa pratique en extérieur. Si les conditions sont pas très bonnes, s'il fait froid, peut-être prendre le VTT, aller rouler en forêt pour se faire plaisir, et mettre du ludique.
notamment pour les gens qui sont habitués à faire de la compétition. Le côté ludique, on le retrouve lorsqu'on met un dossard. Bon, bah là, il n'y a pas de dossard à mettre, donc autant que ce soit à l'entraînement, en variant un petit peu ses pratiques. Et sur la nutrition, c'est pas le moment de perdre du poids. Non, surtout pas. Et puis, peut-être qu'au 1er janvier, on sera tous à 1 ou 2 kilos de trop, mais qui ne seront pas de trop en définitive. Il y a quelque chose que je dis régulièrement dans mon équipe, c'est je préfère que vous ayez 1 kilo de trop sur la ligne de départ qu'1 kilo de moins. Le but du jeu étant de se faire plaisir 12 mois sur 12 et pas uniquement tenir jusqu'au 15 mai, au 15 juin et après être sec. Merci beaucoup Fred. C'est un plaisir. On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Alexandre Bérard. La transition est toute trouvée, non pas parce qu'on parlait de kilos de trop, Alex, bien évidemment. Merci. C'est pas pour ça. Alex, qu'est-ce que tu as dégoté pour nous pour ces conditions difficiles ? Oui, donc Fred nous a parlé de l'entraînement par temps froid, température plutôt basse et intempérie. Donc j'ai fait une sélection de produits. Pour la plupart, je les ai tous utilisés en fait déjà. Il y a des choses nouvelles. Alors la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est une combinaison de vélo intégrale et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui en font. Alors c'est BioRacer, marque flamande bien connue, puisque Ghana avait sa combinaison faite pour le record de l'heure par BioRacer. Donc là ils ont conçu une combinaison intégrale qui va jusqu'à la capuche, très bien accessoirisée avec 3 poches dans le dos et puis même jusqu'en bas vous avez les serrages pour mettre sous les pieds de façon à ce que rien ne glisse. Oui, alors pour bien expliquer aux gens qui seraient dans leur voiture ou qui nous écoutent seulement, donc c'est une combinaison vraiment intégrale, c'est-à-dire qu'on l'enfile, il n'y a pas de maillot de haut ou de cuissard en bas, c'est une intégrale, vraiment comme une combinaison de plongée. Ouais, comme une combinaison de ice skating qu'on peut voir pour les mecs qui font de la course sur glace. Et d'ailleurs, BioRacer dit eux-mêmes qu'ils se sont inspirés de leur expertise sur les courses sur glace en ice skating. Donc c'est vraiment près du corps, matière qui est non pas étanche, mais qui coupe le vent, qui est très respirante et qui est la chaleur. Température d'utilisation de -10 jusqu'à +10. Voilà. C'est une combinaison qu'on peut superposer avec une veste ou avec un gilet sans manches, au choix, suivant les températures extérieures. En tout cas, voilà, moi j'ai pas mal roulé avec l'hiver dernier déjà, et c'est vrai que j'ai jamais eu froid aux jambes. Et puis pour le haut, qui est la partie qui bouge le moins, on jongle avec soit une veste plus ou moins épaisse, et puis un gilet plus ou moins suivant ce qu'on veut. Voilà. On met un tissu technique quand même dessous ? Alors, moi perso, je l'ai rarement mis avec une première couche, parce que je trouve que justement au niveau du transfert, et ça on pourra en parler, puisqu'en fait l'humidité elle a vraiment besoin de circuler, et quand vous montez en régime et que ça commence à chauffer, il faut qu'elle puisse s'évaporer. Et la plupart des tissus techniques aujourd'hui sont justement faits pour capter la sudation, de façon à ce qu'elle ne reste pas, de façon à ce qu'on n'ait pas l'effet chaud, froid, et que quand on s'arrête un moment, là on se refroidit, et c'est là qu'on tombe malade, ce qui est pas top pour l'entraînement, comme l'a souligné Fred. Donc perso, non, parce que je trouve que ça crée justement une couche et que ça garde un peu d'humidité, même si on met des sous-vêtements techniques. Donc majoritairement, je dirais non. Vaut mieux mettre, je pense, une couche externe et puis ensuite jouer, l'enlever ou la garder suivant qu'on monte, ou l'ouvrir si on a un vêtement qui est avec un double zip et qui va permettre d'ouvrir par le bas et de ventiler, quoi. Le casque est facile à poser, c'est-à-dire que la cagoule qui est dessus est assez fine. Alors oui et non, je dirais. Perso, je l'ai mis, mais je roule sans la mettre, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse super froid pour mettre la capuche. Ou ne pas avoir de cheveux. Ou de ne pas avoir de cheveux, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est vrai aussi que la capuche ne me gêne absolument pas. Elle vient justement faire un espèce de rebord avec un petit col. Je trouve que c'est assez sympa, mais c'est vrai que je pense que la conception dès le départ, c'est vraiment de faire un produit qui soit d'une protection intégrale, et c'est bien conçu. J'en ai pas vu chez d'autres marques, ou alors il y en a peut-être, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un produit qui isolait très bien pour l'hiver. Il n'y a pas de froid qui rentre justement entre le maillot et le cuissard. On se sent bien dedans. La coupe, elle est plutôt bien faite. Voilà, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. En termes de prix, là, il doit être à 227 € sur le site de BioRacer. On peut le trouver sur des sites à moins de 200 €. Voilà. Donc c'est un produit que je trouve qui est quand même bien placé. Il n'existe qu'en noir. Alors certains pourront regretter qu'effectivement, il y a du noir, il y a un petit peu de gris, il y a un peu de réfléchissant. Donc en termes de visibilité, c'est vrai que pour l'hiver, c'est pas top.
Mais voilà, bon produit. Vous verrez dans la description du podcast, il y aura tous les liens. Sinon, vous les retrouvez sur le site l'expertvelo.com. Il y aura une page dédiée à ce podcast. Alors, deuxième produit, c'est le Café du Cycliste, qui a une très belle boutique café d'ailleurs à Nice, en passant. Alors ça fait partie de leur ligne Audax, qui est la ligne plutôt faite pour l'endurance, la longue distance. Et c'est un gilet sans manches. En fait, il y a une poche dans ce gilet qui sert à ranger. Et la poche, c'est la poche qu'on va utiliser quand on roule pour mettre des choses dedans. Et en la retournant, on peut ranger à l'intérieur le gilet et le protéger. Donc je trouve que c'est assez bien foutu. C'est plutôt léger. C'est très compactable, puisque une fois qu'on s'en sert plus, on peut le rentrer dans sa poche arrière de maillot. En gros, compacté, ça ressemble, pour celles et ceux qui nous écoutent, à un bidon d'eau, une fois qu'on l'a compacté pour mettre dans le dos. C'est comme si vous mettiez, en gros, un petit bidon de 250 dans le dos, dans la poche. Voilà. Alors, produit, ça se sort tout de suite, on voit comme ça. Et justement, ce qui servait du rangement va devenir la poche arrière zippée qu'on va utiliser. C'est un produit qui est bien coupé, que moi j'aime beaucoup. Alors là, il est en rose, mais il existe aussi en orange fluo. Il a des bandes réfléchissantes, ça c'est à noter, on parlait de visibilité justement, et ça c'est à souligner, c'est top. Il y a des bandes réfléchissantes à l'arrière, voilà, il y en a aussi devant. C'est avec à l'intérieur, on a une ouate synthétique, ça coûte 200 €, mais là aussi, si vous allez sur le site de Café du Cycliste en ce moment, il est moins cher. Sur le côté, on a des bandes élastiques. Voilà, qui permettent. Et au niveau du fit, voilà, sous les bras. Et vraiment, au niveau du fit, c'est un produit qui est bien. On a un petit tissu à l'intérieur du col qui donne un côté douillet. Moi, j'aime bien. Franchement, on se sent bien dedans, on se sent au chaud, c'est agréable. Tu la conseillerais sur quelle plage de température, cette veste sans manches ? Alors, veste de sans manches, celle-là, 0. Après, ça dépend toujours de ce que vous allez mettre en dessous. C'est-à-dire que si vous partez, ça dépend aussi si vous vivez comme nous dans les Alpes, monter, descendre, ce qui génère effectivement une grosse poussée de chaleur à la montée, ou si vous roulez que sur du plat. Mais c'est un produit au-dessus de 0. On peut l'utiliser en dessous si vous mettez, parce que ça protège vraiment bien, ça coupe du vent, mais après c'est toujours pareil, c'est un gilet. Donc, mais après, je pense qu'au-delà de 7-8 degrés, c'est un produit, il faut vraiment que vous ne mettiez pas une couche trop épaisse en dessous, sinon vous allez avoir trop chaud. Et puis j'aime bien ce côté pratique, vous le mettez dans la poche, vous le trimballez avec vous, ça c'est vraiment... c'est important. Et la troisième chose, Alex, c'est ce qui remplace en quelque sorte le journal papier qu'on nous tendait en haut d'école. Ouais, alors j'ai trouvé ça, c'est la marque Albion. Alors eux, ils appellent ça un burner, nous on va l'appeler chaleur. Et c'est un petit morceau de tissu, en fait, voilà, qui est dans une petite poche. Ça pèse 20 grammes, donc ça prend vraiment pas de place, c'est ridicule. Et ça vient se mettre sur la poitrine, effectivement, comme un papier journal. Pareil, c'est fait avec une ouate synthétique à l'intérieur. Et... j'ai trouvé ça super pratique, et notamment pour ceux qui font des montées de col et qui redescendent, qui n'ont pas voulu prendre une veste trop épaisse à la montée. Voilà, petit produit, ça vaut 50 €, ça fait 30 par 40. C'est gros comme une feuille A4 en quelque sorte. Voilà. Et c'est assez bien fait, ça coupe vraiment bien, suivant ce qu'on a mis comme veste. Voilà, donc je trouvais que c'était un clin d'œil, c'est un produit... c'est le genre de produit que j'aime bien, qu'on peut emmener tout le temps avec soi et on ne sait jamais ce qui se passe, ça tient dans le creux de la main. En plus, c'est de toute saison, c'est-à-dire que si on fait un col l'été et qu'il fait un petit peu froid, on peut mettre ça le temps d'une redescente. Et puis à noter que le tissu à l'intérieur, c'est un 100% recyclé, et que je trouve que c'est bien d'encourager des produits qui effectivement font soit de l'économie circulaire, soit du recyclage. Voilà. Messieurs, c'est la fin de ce podcast. Juste pour les infos, Fred, on te retrouve où ? Vous pouvez me suivre bien sûr sur Instagram, Azure Performance, et mon site internet azureperf.com. Alex, petit mot sur l'agence quand même, un petit coup sur l'agence Alternative Média. Alors Alternative Média, agence de relations presse qui existe depuis maintenant une 30aine d'années. On est basé à Grenoble, c'était un choix, on voulait rester proche des montagnes. Et on est spécialisé dans tout ce qui est industrie du tourisme, du loisir, avec une partie vélo aussi, puisqu'on a des marques comme Polartec ou Boa qui travaillent pour des marques de vélo, et puis toute une partie aménagement de la montagne, stations de ski, comme Domaine Skiable de France, la Compagnie des Alpes, le Domaine Skiable des Cibelles en Maurienne, pas très loin d'ici à vol d'oiseau, puis le salon Montagne Planète, voilà, donc vraiment très, très axé montagne. Merci à vous deux d'avoir partagé ce moment, c'était très sympa. C'était un plaisir. Eh bien merci à vous.
Quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous recevrez les dernières notifications. Et puis consultez nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À très très vite. Ciao ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.